Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Salut à tous, c'est Tonton Maurizio sur Sud Radio pour une nouvelle émission Les vraies voix du foot avec mon équipe au complet, monsieur Eric Blondel. Comment ça va, Eric? Comment tu vas, mon ami? Bah écoute, ça va bien, moi. Toujours un plaisir de venir ici. Voilà, on est là, on est heureux de se voir, on est heureux de partager. J'ai toujours avec moi Pierre Grégoire. Salut les amis, ça va très bien, très content d'être là. J'en profite pour faire un petit coucou à Jacques du média Aviation et Pilote qui nous écoute, un nouvel auditeur fidèle de Sud Radio et qui adore les vraies voix. Ça fait quelques mois qu'il nous écoute. Hein. Ouais. Et je sais qu'on a de nombreux auditeurs à chaque fois. On a dépassé le million sur YouTube, on rappelle à chaque fois. Un vrai fidèle. On a aussi Théo Marie à la réalisation parce que Maxime doit être encore en vadrouille. Et on a Marie, voilà. Et on a Théo qui va nous faire un point sur les deux questions du jour. Bonsoir Théo. Voilà, les deux questions du jour qui sont: le PSG doit-il recruter Ryan Cherki la saison prochaine? Et la deuxième question, l'Olympique Lyonnais va-t-il s'en sortir financièrement? On va revenir bien sûr sur l'Olympique Lyonnais. On est à l'heure du bilan sur le championnat de France et sur les championnats européens. On aura la minute de Pierrot. J'ai pas dit les 45 minutes de Pierrot. Au secours. Et voilà. Et on a une invitée exceptionnelle. Ouais. Si je vous dis, je vais décomposer son nom: Marie Victoire Chopin, psychologue comportementaliste. J'ai bien dit? Tout est parfait. Tout est parfait. Bonsoir. Voilà. Je suis très contente d'être avec vous. Bienvenue à vous. On va revenir longuement. On va essayer de rentrer dans le cerveau des footballeurs. On va essayer de comprendre beaucoup de choses. On a noté plein de questions. On a plein de questions à vous poser. Pas sorti de l'auberge. Préparez-vous. Voilà. Une partie du cerveau. On va revenir. Tu nous fais un point tout de suite ou on revient tout de suite après ça? Tu nous le fais comme tu veux. Allez, un petit jingle et on revient tout de suite pour les deux questions du jour. Sud Radio, les vraies voix du foot. Allez Théo, c'est à toi. Donne-nous les premiers résultats. Le PSG doit-il recruter Ryan Cherki la saison prochaine? Alors pour l'instant, vous êtes 76% à dire non, 24% à dire oui. Et enfin, pour le PSG, pour Lyon, est-ce que vous pensez que la saison prochaine, ils vont être rétrogradés? La réponse est oui à 75% et non à 25%. Ouais, on va y revenir, mais l'Olympique Lyonnais est dans de sales draps, on va dire. Mais on va y revenir. Tu reviens vers 20h20, 20h25 nous... Ça peut se faire. Voilà, nous donner l'évolution du sondage. Vous pouvez voter sur Twitter, enfin sur X, sur YouTube, sur l'application Sud Radio. Et on a aussi, j'ai oublié de l'annoncer, mais il doit être déjà avec nous, monsieur Bastien Aubert. Est-ce que tu es là, Bastien? Je suis là, les amis, évidemment. Bonsoir à tous. Voilà, le soleil de l'émission. Donc je vais te donner la parole tout de suite parce que tu vas nous parler, bien sûr, de l'OM sur un point sur deux Zerbi, mais tu veux aussi nous parler de l'Olympique Lyonnais parce que t'as bossé sur le dossier. Ouais, j'ai bossé sur le dossier parce que j'ai aussi un collègue qui est basé à Lyon. Mais avant toute chose, les amis, je suis obligé de vous rappeler que j'avais le bon prono la semaine dernière pour PSG Arsenal. Je suis obligé de commencer par ça. Tu vas te détendre un peu quand même là, parce que là... J'ai pas encore prévenu Marie-Victoire Chopin qu'on est nul en pronostic. Ouais. C'est pas dans nos habitudes d'avoir des bons pronos. Si tu peux éviter de nous balancer. On n'a pas trop ça, des bons pronos. C'était fermé? J'étais obligé, les gars. Franchement, j'étais trop fort, c'était trop tentant. Bravo Bastien. Moi je crois que j'avais dit 2-1 moi pour Paris. Donc j'avais dit 3-1. J'étais pas loin. Mais t'étais à côté aussi. Tout le monde était à côté. Allez. Non, c'était évidemment pour plaisanter. Ouais. Oui, effectivement, l'Olympique Lyonnais qui est dans de sales draps, tu l'as bien dit, et j'ai l'impression que les auditeurs sont également au courant de la situation parce qu'ils sont très en difficulté. Pour ma part, j'ai quand même quelques infos qui sont pas forcément très 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 positives. Alors oui, on a compris que l'Olympique Lyonnais avait quand même un propriétaire qui s'appelait John Spector qui était un petit peu trop fantasque, mais j'ai eu l'occasion de le croiser en bord terrain. Je peux vous dire qu'il est tout à fait égal à lui-même, hein. C'est quelqu'un qui est très haut en couleur, donc voilà, il est très très fantasque, c'est compliqué. L'Olympique Lyonnais reste quand même un bastion fort du football français, donc forcément ça ferait de la peine de les voir descendre en Ligue 2. Maintenant, il y a quand même l'INCG qui va étudier tous les comptes. C'est quand même, d'après mes infos, ce sera quand même de la deuxième semaine de juin. Bastien, ils sont très en difficulté. T'as le retour de Jean-Michel Aulas ou pas, si t'es au courant? Alors, très bonne question. Je sais qu'il est jamais très loin du club, Jean-Michel Aulas, mais pour le coup, il est très concentré sur l'élection à la mairie, donc je pense qu'en plus, il a de fortes chances d'y accéder. Et d'après mes petites sources, il a essayé de contacter des gens un petit peu haut placés, en tout cas très riches en France, que je ne citerai pas parce qu'il est très proche d'une société que je connais, mais je pense qu'il va tenter quelque chose. Après, reprendre le club, honnêtement, on en est très très loin, mais je pense qu'il ne va pas laisser le club mourir, et pour l'instant,
on va pas parler de mort évidemment, mais on en a très en difficulté. Ouais, on en a parlé un peu en off. Effectivement, il y a des trucs sous-jacents. Il y a des Lyon. Moi, à mon avis, Lyon va s'en sortir. C'est ça qui est impressionnant parce que tout porte. Non, mais ils vont s'en sortir. Déjà, l'Olympique Lyonnais, c'est un nom du football français. Il faut pas oublier les titres qu'ils ont eu il y a quelques années avec Le Guen et d'autres. Mais je pense que le fait est, il va y avoir des nouveaux investisseurs qui vont arriver. Je pense que Jean-Michel Aulas, c'est pas loin de tout ça, mon ami. Mais pas loin du tout. Bien sûr, il n'est jamais très loin. D'accord. J'en suis sûr. Il n'est jamais très loin quand on parle de l'OL, effectivement. Je pense qu'il ne veut pas laisser le club tomber comme ça. Après, c'est impossible. Il a une responsabilité aussi. Ouais, non, il a une certaine responsabilité dans l'histoire. Donc, mais oui, c'est pas forcément sa priorité du moment, mais peut-être qu'elle est devenue par la force des choses, malheureusement, parce que l'étau se resserre et que l'échéance va arriver. C'est dans un mois à peu près. Donc, je pense qu'effectivement, après, c'est très compliqué d'expliquer tout ça. Il y a beaucoup de ramifications dans ce dossier. L'OL est géré par une entreprise qui s'appelle Ares, donc ils ont quand même des fonds nécessaires pour remettre au pot si tant est qu'il le faille. Mais de toute façon, la gestion de John Textor depuis qu'il est arrivé à l'Olympique Lyonnais est quand même catastrophique. Il y a eu beaucoup de mensonges aussi de son côté. De toute façon, quoi qu'il arrive, si on doit retrouver un Noël, il sera quand même rien que ballant parce qu'ils vont être obligés de vendre beaucoup de forces vives de leur effectif. Donc quoi qu'il arrive, ce sera un Noël quand même décimé et ça fera quand même un petit peu peine à voir. Moi, j'ai des collègues lyonnais, ils sont catastrophés très clairement. Ouais. Pierre a une question. Non, mais je rebondis sur ce qui est dit parce que c'est vrai que Jean-Michel Aulas, alors de par l'histoire récente du club, évidemment, ce qu'a apporté Aulas à la ville et au club de Lyon, il se sent sûrement investi d'une mission, mais attention, c'est pas parce qu'il y aura écrit Aulas sur les documents que la DNCG va laisser Lyon tranquille. Rappelons qu'en plus de la DNCG, Lyon est un peu sous le coup, sous les feux des critiques de l'UEFA. Donc ça va même plus loin que le niveau national. Et l'UEFA parle même d'une grosse amende. Alors il semblerait que la DNCG réclame 50 millions. On dit que la vente de Ryan Cherki, alors 50 millions, il faudra quand même qu'un club les mette. Cherki pour aller où? Ça on verra. Il est vendable, pas bien au sûr, PSG, mais c'est la seule plus-value. Voilà, c'est la seule plus-value qu'on pourrait éventuellement estimer si un club anglais ou je dis n'importe quoi, saoudien, un club du golf qui mettrait dessus. Voilà, 50 millions pour la DNCG, mais l'UEFA toquerait à la porte derrière avec la menace vraisemblablement d'une grosse amende, d'un encadrement de la masse salariale, voire d'un contrôle sur les transferts. Donc quand Maurizio t'a dit ils seront dans le sale drap. On leur souhaite pas du tout un destin à la Bordeaux par exemple, mais c'est vrai que c'est pas la situation. C'est une image du football français. Il faut à tout prix que ce club soit sauvé quoi qu'il arrive. Et je pense que Jean-Michel Aulas, il a des appuis importants aussi à la Ligue, à la FFF. On leur souhaite et ils doivent leur salut européen qu'à la finale de la Coupe de France, ils sont à 3 points de la place juste au-dessus, c'est Strasbourg si je dis pas de bêtises. Et du coup, si le PSG gagne la Coupe de France, ils auront un ticket pour la Conference League. Mais voilà, on est loin encore de. C'est pas ce qui était prévu au départ. Et moi j'ai cru comprendre que financièrement, même en vendant leurs principaux joueurs, voire pratiquement tous les joueurs, c'est juste. Bon. Et ça suffirait juste à payer une partie des amendes. En fait, effectivement, il misait sur 150 millions d'euros de vente en transfert. Alors, comme l'a si bien dit Pierre, Cherki potentiellement 50 millions d'euros. Le problème, c'est que qui va les mettre? Et surtout, l'OL va être en position de faiblesse par rapport à des négociations. C'est ça. Pierre a raison. Sur des clubs anglais, ils peuvent les mettre. Sur d'autres clubs, ils peuvent y aller. Non, mais à partir du moment où c'est vrai que les potentiels investisseurs, quand ils ont pigé que Lyon est à la ramasse, c'est toujours pareil. Il y a un genou au sol. C'est tout à fait. C'est vrai que d'habitude, on dit qu'on vend plus cher au PSG, souvent. Est-ce que là, on n'achètera pas moins cher à Lyon, soi-disant mais attention, on s'est pas dit que ça intéresse le Paris Saint-Germain, cette histoire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Bien beau dire Paris Saint-Germain, oui. Ouais, parce que Ryan Cherki, c'est quand même quelque chose. Vous connaissez Marie-Victoire, Ryan Cherki, le Lyonnais? Non. C'est un super joueur, mais alors très controversé parce qu'il est un peu irrégulier. Enfin voilà, c'est un personnage. Je vous posais la question, c'était vraiment. Justement, il n'est peut-être pas assez médiatisé. Si Marie-Victoire ne le connaît pas, il n'est pas en équipe de France, donc, il n'a pas encore été. Il faut qu'il signe à Paris. Pour la petite info, les amis, pour reprendre un petit peu, je vous coupe, je suis désolé. À la question du sondage qui est très bonne à mon sens, c'est que le PSG est beaucoup plus attiré par un certain Magnès Akliouche que Ryan Cherki. Ouais. Ça, je dirais. Ryan Cherki qui est le seul joueur de champ hors PSG du 11 de trophée UNFP. Enfin, alors, en fin de compte, Marseille, Lyon, Monaco, tu travailles un peu pour tous les clubs. Qu'est-ce qui se passe? Il est fabuleux. Bastien Aubert, c'est le meilleur. C'est pour ça qu'on l'appelle toutes les semaines. C'est le meilleur. En plus d'être un soleil, c'est un rayon de soleil, Marie-Victoire, dans notre émission. Bastien, il arrive avec son accent et puis il nous donne des nouvelles en général de l'OM. Il est ravi du Paris Saint-Germain, de la finale. Lui et ses amis marseillais sont ravis de la finale du 31 mai. Ça se passe bien là-bas à Marseille? Il y a des maillots du Paris Saint-Germain qui circulent sur le Vieux-Port, dis-moi.
Il y en avait déjà avant, figurez-vous. Je pense qu'il y en a c'est bien. trop qui Bah, c'est bien, tant mieux. Belle image. Les Marseillais ne sont pas sectaires. Puisqu'on parle de Marseille, dis-nous, je voulais te demander, Bastien, le cas de Zerbi, il dit un miracle, cette qualification en Ligue des Champions, miracle ou pas? Ouais. Ben non, évidemment que c'est pas un miracle. L'effectif qui a été construit à la base avec quand même une masse salariale qui est quand même un petit peu explosée. Il dit ça parce qu'il est un petit peu énervé. Alors honnêtement, on est un petit peu déçus de ce genre de discours ici à Marseille parce qu'on n'est pas vraiment dans l'euphorie. Alors peut-être qu'on est trop souvent dans l'euphorie ici à Marseille, je le reconnais, mais le discours des dirigeants qui est un petit peu à contre-courant depuis cette qualification des Champions, qui est quand même la nouvelle du moment à Marseille. Mehdi Benatia a été soulagé plus qu'heureux. Pablo Longoria a réglé des comptes aussi. De Zerbi a parlé de miracle. Alors il s'est un petit peu foutu de nous les journalistes parce qu'il a l'impression d'avoir été un petit peu secoué toute la saison, très techniquement. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup secoué l'Olympique de Marseille, pas plus que mes collègues. C'est juste qu'on était déçus à des moments donnés très précis, des séquences qui étaient très décevantes. Je pense que tout le monde a remarqué, on n'est pas les seuls. Et voilà, il nous a un petit peu titillé, mais j'ai un petit peu peur pour la saison prochaine. C'est-à-dire que si De Zerbi a la pression cette saison, qu'est-ce que ce sera la saison prochaine avec les champions? Ouais, il a été prolongé ou pas? Non, il est toujours sur le même projet, mais j'espère vraiment qu'il va être un petit peu moins passionné. Alors, on aime sa passion, mais j'ai l'impression que des fois, il est un petit peu débordé par sa passion. Voilà, complètement, mais c'est la ferveur marseillaise, on va l'excuser, mais on l'adore. Hein. T'as pas d'info mercato, il n'y a pas de joueurs sur en visu, comment dire, il n'y a pas de... Si, il y en a quelques-uns. Il y a Laporte, comme je le disais la semaine dernière, qui est quand même très proche de s'engager à l'OM. C'était la condition qu'il a eu des champions, donc ça va s'accélérer, je pense. C'est quand même en bonne voie. Il y a quelques joueurs aussi qui sont, c'est pas forcément des fers de lance. Il y a un joueur qui s'appelle Manor Solomon qui joue à Leeds, qui était prêté par Tottenham, qui intéresse le club. C'est un ailier israélien qui est plutôt pas mal, qui a des bonnes stats. Il y a plusieurs évidemment rumeurs qui fleurissent, mais pour l'instant, ça reste. Ouais, t'as rien quoi. Pour l'instant, t'es en train d'habiller la mariée, fils. T'as rien du tout. Il y a Ben il y a Djikou qui sont. Mais par contre, Luis Enrique, alors dommage que notre ami Gilles, ne soit plus là, mais Luis Enrique, ça commence fortement à se préciser à l'Inter Milan, donc je ne lâcherai pas ce dossier. Reviens, on mettra des couches, on s'en fout qu'il soit plus là. On continuera de le chambrer. Écoute, on va te remercier, on va pas te retenir plus longtemps, Bastien, merci de ces infos. On t'appellera sûrement la semaine prochaine et on en a parlé off, tu es le bienvenu sur le plateau. Évidemment. Si tu peux venir nous voir, voilà, Eric Blondel t'attend de pied ferme. Bastien. Et la bise à Marie aussi, hein. Oui Eric, je t'écoute. On aime que toi, t'inquiète pas, on t'attend la semaine prochaine. Voilà. Allez. Avec plaisir. Merci beaucoup Eric, je t'embrasse. Allez, salut bisous, Bastien, à très bientôt. Bastien, notre partenaire de butfootballclub.fr. On marque une petite courte pause publicitaire et on revient tout de suite, restez avec nous. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Vous êtes de retour avec nous sur les vraies voix du foot. Il fait à peu près 283 degrés dans le studio. On a la clim à fond et j'ai super chaud. Je suis toujours avec Eric Blondel. Pierre Grégoire, lui, il vit, je sais pas, il vient d'un autre pays. Tu veux un pull? Est-ce que tu veux un pull? Est-ce qu'on peut augmenter le chauffage? Tu devrais mettre un manteau. Et on a Marie-Victoire Chopin avec cette grande dame psychologue comportementaliste avec laquelle on va revenir sur les profils. On va essayer de comprendre comment fonctionnent les footballeurs et pourquoi ils fonctionnent comme ça. Et puis Marie à la réalisation, bien sûr, qui nous accompagne. On va tout de suite faire un mini bilan. On est à une journée de la fin du championnat. Est-ce qu'on peut faire un mini bilan sur déjà Paris est champion, Marseille est en Ligue des Champions, Monaco est en Ligue des Champions. Bon, ça se passe un peu en bas et puis sur les coupes européennes. Voilà. C'est ça. Les tendances au-dessus se sont un peu confirmées de ce qu'on a vu au vu de la saison, pardon. Alors Bastien on a parlé de la déclaration de Zerbi parlant de miracle. Pourquoi non? Ce n'est pas un miracle. Au contraire, Marseille aurait dû bien avant sécuriser cette deuxième place. Ils sont meilleure attaque du championnat. Derrière Paris, c'est l'équipe qui a le plus gagné de matchs en championnat. C'est vrai qu'ils avaient fait des investissements, on attendait mieux. Ils n'auraient pas dû la sécuriser seulement 3 jours avant. Mais voilà, après c'est ce qu'on avait dit sur les précédentes émissions. On va suivre de près leur mercato. Il ne faudrait pas que ça devienne des saisons aussi chaotiques que ça, parce que les fois où ça a été chaotique cette saison, on se rappelle, enfin selon moi, que c'est Marseille qui s'est mis dedans. Les polémiques d'arbitrage, Longoria qui parle de corruption, qui s'excite alors que Marseille prend 3-0 à
Auxerre. Voilà, les fois où ça a été un peu tumultueux pour l'OM, je pense qu'ils se sont mis tout seuls dedans. Il a fallu une mise au vert à Rome, en Italie, 2 fois pour comme de par hasard, on va prendre l'air italien et puis on revient, on gagne les matchs. Moi je dis ça, je dis rien. Pour avoir un semblant de réaction, il a soi-disant fallu aller à Rome 2 fois, en Italie 2 fois. Je pense qu'ils auraient pu avoir une saison plus calme s'ils s'étaient rendus plus calmes, avec des joueurs qui n'ont pas toujours eu l'investissement tu sais, c'est des clubs où c'est jamais calme, hein, Pierre, tu sais. C'est des clubs difficiles à gérer. Toi, t'as connu ça, Eric, à Paris. Il n'y a pas un moyen vraiment de limiter. Ils savent que l'ambiance est bouillante à Marseille. Quand ils ont délocalisé, j'avais dit ici que c'était pas non plus se guerriériser, mais c'était une bonne idée de sortir un peu du contexte de Marseille, du centre d'entraînement marseillais, et aller un petit peu voir ce qui se passe ailleurs, parce que, comme je l'ai dit, tu t'écartes un peu des familles, tu t'écartes un peu des soucis que tu peux avoir extra-sportifs et tout, et tu es concentré que pour ton taf, que pour gagner des matchs en quelque sorte. Voilà, donc je pense que ça a été une bonne idée qu'il a eu l'entraîneur. Ouais, j'ai tout de suite une question pour vous, Marie-Victoire. Un groupe qui va mal se déplace comme ça. Vous avez suivi un petit peu l'actu. Les Marseillais sont partis prendre l'air à Rome. On appelle ça une mise au vert en jargon footballistique. Mais je sais que vous en connaissez à rayon, malgré que vous êtes interiste. Hop là, elle a pris sa vanne. On le dira qu'une fois. Je suis trahi. On le dira qu'une fois. Pour un groupe, vous croyez à ça, le déclic psychologique, le fait d'être entre eux, d'aller prendre l'air ailleurs? Ils sont venus plus forts, et vous croyez que ça a un impact sur un groupe psychologiquement parlant? C'est un moyen beaucoup plus doux que de retrouver la cohésion d'équipe. On a connu des épisodes beaucoup plus émotionnels et forts. On va vous marcher dessus. En gros, et coller dans les vestiaires. Ouais. Voilà. Mais toujours. C'était Bernard Tapie. C'était la méthode Tapie quand il venait à Paris. Et qui est allé directement chercher dans la motivation, dans l'émotion forte, dans une sorte de rage positive, de gagner, quelque sorte, très ce qui fonctionnait, ce qui peut fonctionner, si vous avez les hommes qui vont avec. Tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le même but, le même objectif, et il y avait une cohésion d'équipe, un sens d'appartenance, justement, pour gagner contre l'adversaire. Voilà. Donc il y a deux écoles, pour vous faites la distinction, mais pour laquelle des deux est la mieux, c'est au président, c'est au coach, c'est aux gens qui dirigent de prendre la température et savoir si on va les motiver en les piquant ou on va les motiver en passant du temps ensemble et en recadrant un peu l'effet de groupe. Ce qui dit Pierre est juste, en fait. S'éloigner des familles, du contexte familier, parfois peut-être aussi des soucis du quotidien, peut aider à se concentrer, et cela dans n'importe quel métier, pas seulement dans le sport pour les athlètes, bien sûr. Ensuite, ça permet aussi de travailler la cohésion d'équipe dans un contexte différent, de faire marcher un peu l'ocytocine, ce neurotransmetteur qui est garant des relations sociales, bosser la communication tactique. Voilà, se sentir vraiment dans une sorte de communion. Voilà. Ça peut être une technique très intéressante aussi. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'aujourd'hui, on dit souvent que le football est de plus en plus individualiste. Maintenant, beaucoup de joueurs sont la course à la stat, la course au plus grand nombre de buts, un peu ramener la couverture à soi. Est-ce que, selon vous, on perd un peu cette notion de sport collectif au point de devoir justement trouver des méthodes un peu nouvelles, partir à l'étranger pour vraiment ressouder un groupe? On sait que Didier Deschamps en équipe de France aime bien appeler des joueurs pour façonner un groupe plus que pour sélectionner les meilleurs joueurs du moment, les meilleurs joueurs d'un point de vue sportif. Est-ce que selon vous, le football est devenu de plus en plus individualiste qu'à une certaine époque? On a plein d'exemples historiques, effectivement, où l'assemblage de joueurs stars n'a pas matché, en fait, n'a pas collé en réalité. Prenez Real à une certaine époque. Bien sûr. Et cette année, encore cette année. Et encore cette année, encore une fois. En fait, c'est un peu paradoxal parce que c'est un sport d'équipe qui demande justement à chacun de mettre de côté un peu son ego et de faire marcher la motivation intrinsèque. C'est-à-dire, ça va pas être la reconnaissance, ça va pas être la gloire, les trompettes, ça va être vraiment une progression et une compréhension de sa place, de son rôle au sein de l'équipe. C'est-à-dire, on est vraiment un des maillons d'une chaîne qui permet d'arriver à une victoire collective. Mais en même temps, la manière dont les joueurs sont maintenant
accompagnés, encadrés, dragués aussi par le marketing. Voilà, c'est quand même des produits. Ils sont aussi traqués, pistés sur leur performance, le score, le nombre de coups réussis. Donc il y a pas mal de choses comme ça. Et donc cela, ça ramène forcément à la question individuelle, à une certaine compétition et à un certain repli sur soi aussi, qui peut être potentiellement périlleux pour la cohésion de l'équipe. Voilà. D'accord. Bon, c'est comme ici, les vraies voix du foot. On est une équipe, mais on est tous dragués par le marketing, on va pas se mentir. On va revenir, vous comprenez, vous avez tout de suite... Ne le regarde pas comme ça, mais dis donc. Aujourd'hui, ça... Je crois qu'aujourd'hui... Depuis qu'il a mis son maillot de l'équipe de France, Eric, c'est plus le même. Voilà, il est en bleu. Il est sélectionnable. Fais très attention, je veux dire, avec un maillot de Michel Platini. Autre chose que Maradona. Hein. On va revenir avec Marie-Victoire. On a plein de questions à vous poser. Vous comprenez pourquoi j'ai invité Marie-Victoire? Voilà, vous avez donné tout de suite le là. C'est la classe. Il y a Théo qui arrive dans le studio qui va nous faire un point sur les deux questions. Avant, je voulais quand même qu'on parle du bas de tableau, parce que est-ce que les Verts vont s'en sortir? Oui. Voilà. Réponse immédiate. Bon, vas-y, on y va. Saint-Etienne va battre Toulouse. Et le Havre? Et le Havre se déplace à Strasbourg, match compliqué. Voilà. Et Strasbourg va taper le Havre. Et après, Saint-Etienne barragiste. Saint-Etienne va être barragiste, il va tomber sur enfin, tu sais comment ça se passe au niveau de la Ligue 2. Il risque de tomber sur Metz. Okay. Ouais, c'est possible, pas fait encore. Mais il n'y a pas un match de barrage ce soir? Dunkerque, j'ai bien joué. Guingamp, je crois, dans la minute. Tout à fait, j'allais le dire, mais il m'a coupé l'herbe sous le pied. Effectivement, de ce soir, c'est le début des barrages d'accession du côté Ligue 2 Dunkerque, Guingamp. Et puis les gars, il faut que Saint-Etienne se sauve. Saint-Etienne, c'est le patrimoine du football français, les gars. On est d'accord, on n'a rien contre les Havrais, on n'a rien contre les... Non, rien contre personne. Mais Saint-Etienne, c'est... Il y a toujours une petite tendresse. J'annonce que Saint-Etienne va sauver, je le souhaite fortement. Mais est-ce que ce sera fermé comme Inter-Barça ou pas? Pardon? Ce sera fermé comme Inter-Barça avec autant de buts. Je vous en prie, monsieur, ça commence à bien faire cette histoire. La dernière fois que tu as annoncé une fermeture, il y avait 2 buts au bout de 30 secondes. Si tu as besoin de rien, Marie-Victoire, si vous avez besoin de rien, vous nous demandez. On vous explique comment vous en passez. On fait un point avant la deuxième page de pub avec Théo sur les 2 questions du jour. Alors, est-ce que Lyon va être rétrogradé l'année prochaine, la saison prochaine? Ça se resserre. Vous avez voté à 55% pour le oui et 45% pour le non. D'accord. Et ensuite, pour Ryan Cherki, est-ce que c'est une bonne option pour Lyon? Vous êtes 78 à penser que non et 22% à penser que oui. Voilà. Ok. Ça s'est resserré. Ouais, ça s'est resserré. Bah, tant mieux, tu nous refais un point dans 20 minutes? Tout à fait. Allez, on fait ça. On compte sur toi, Théo. Voilà, Théo, qui est toutes les semaines avec nous. D'habitude, il est caché et tout. Là, c'est moi qui lui ai dit viens participer avec nous, je veux le voir. Parce que c'est le fils caché de Jacques Chirac. Regardez le faciès. Alors, je tiens à dire que c'est totalement faux. Il y a quand même quelque chose dans le. Hein, Marie-Victoire? Il n'y a pas besoin d'avoir étudié la psychologie. Tu manges des pommes ou pas? Beaucoup. J'adore ça. Et puis, par contre, il faudra que tu penses à rendre la chemise. Ah, le salaud. Ça y est, ça commence. Est-ce qu'on passe une courte pause publicitaire et on revient tout de suite après ça? Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Vous êtes de retour avec nous dans les vrais... Il faut savoir que pendant la pub, ça continue. Voilà, le débat continue, les vannes continuent. Ça coule. Et il faut que j'arrive à vous annoncer la suite du programme. Et Marie-Victoire, Choba, j'ai une suite. J'ai complètement oublié de vous prévenir. On a des vannes aquatiques là, ça coule, ça fuite. Et là, vous allez assister à un moment d'anthologie. Vous vous en rappellerez, vous allez assister à la minute de Pierrot. En espérant que je vais vous apprendre beaucoup de choses, qu'il s'est encore passé beaucoup de choses ce week-end. À désormais 17 jours de la finale de la Ligue des Champions, je commence par l'Inter Milan. Forcément, la forme du futur adversaire du PSG, les hommes de Simone Inzaghi qui sont défaits du piège du Torino ce week-end, malgré une équipe remaniée sur le 11 qui avait démarré contre Barcelone. Seulement 2 joueurs avaient été reconduits dans le 11, même pas Sommer d'ailleurs, c'était Bastoni et Bissek qui ont été reconduits. L'Inter s'est imposé 2-0 au Torino. Ils sont revenus à 1 point. Maurizio, ça y est, 1 point du Napoli. Ouais. Puisque le Napoli a la mauvaise idée de concéder un nul frustrant face au Genoa de Patrick Vieira. C'était dimanche soir. Un but en fin de match qui risque de peser gros à 2 journées de la fin. Entre le Napoli et l'Inter. Catastrophique, le Napoli a été mauvais de chez mauvais.
Je ne sais pas si c'est l'enjeu, je ne sais pas. Je n'ai pas l'explication, mais on a été mauvais de chez mauvais. C'est les matchs de fin de saison, mon ami. Oui, voilà. Je crois qu'il les a essorés physiquement. Il faut comprendre qu'arrivé à un moment, les organismes en fin de saison, comme ça, c'est très très dur. Voilà. Au-delà des choix tactiques. Tu as le droit de faire un faux pas de 2, bon, ils sont encore devant. Enfin, à un moment, on parle football et quand on veut être champion d'Italie, ce que je crois encore pour le Napoli, il va falloir aller de l'avant. On a un match hyper important. Ils ont un point d'avance. On n'a plus qu'un point d'avance. Ouais, mais c'est pas pu. Ils ont leur destin entre leurs mains. Ouais. On n'aurait pas dit ça il y a quelques semaines où ils avaient 3 points de retard. Ils sont repassés devant. C'est un chassé-croisé. Mais c'est pas avec, je te coupe, mais c'est pas avec Meret dans les buts qui garde le ballon un quart d'heure dans les pieds qu'on va aller marquer des buts. Non, je suis en colère contre le Napoli depuis dimanche soir. Voilà, Pierre est au courant de ce que j'ai jeté par la fenêtre. Allez, continue. À noter que l'Inter, pour finir avec l'Italie, l'Inter jouera son dernier match de championnat qui sera peut-être le match du titre contre Côme dimanche 25, alors que Paris aura joué sa finale de Coupe de France samedi 24. Donc c'est une petite différence entre les deux clubs. On verra si ça a son importance, mais l'Inter donc jouera 6 jours avant la finale du 31 mai à Munich face au PSG. Alors Naples a concédé des points contre le Genoa. Je finis sur ça. J'ai parlé du Genoa, donc, mais si je vous dis Lombardo, Mancini, Vialli. Ouais, c'est la Samp. Pagliuca, c'est la Samp. Bien joué, Maurizio. Vous êtes un connaisseur, vous. Ah oui, qui est en train de prendre l'eau, mais carrément. Restez sur Génois. Voilà. Le club historique de la Sampdoria Gênes, finaliste malheureux de la Ligue des Champions 92, relégué pour la première fois de leur histoire en Série C, la 3e division, donc en proie à de grosses difficultés sportives et financières depuis des années. C'est tombé pour ce club historique, donc on est triste pour eux, mais c'est ceux qu'on. Mais là, c'est sportif. Hein, c'est sportif, bien sûr. Essentiellement sportif, où ils sont complètement au travers. Tout à fait. Un stade magnifique, le Luigi Ferraris, mais bon, Série C, on leur souhaite beaucoup de courage. Je poursuis avec un Italien, cette fois-ci bien connu, Carlo Ancelotti. Vous devez le connaître, c'est pas rien. Carlo Ancelotti, monsieur respect avec un grand R, qui, on l'a su, vous le savez aussi sûrement cette semaine, prendra les rênes de l'équipe prestigieuse du Brésil à partir du 26 mai, la Seleção du 26 mai prochain. Ce sera le premier entraîneur étranger de l'histoire de l'équipe du Brésil. Ça a toujours été des Brésiliens avant, donc c'est on est parti dans les sélections aussi maintenant. Ouais, il y a plus les championnats, il y a aussi les sélections. Il y a un Suède-Nicaragua là dans quelques. Ancelotti qui quitte le Real après 6 saisons, dont 4 lorsqu'il est revenu en 2021. C'est l'entraîneur le plus titré de l'histoire du Real avec 15 trophées, dont 3 Ligues des Champions. La dernière, c'était en 2024, l'année dernière. Il sera sûrement remplacé par Xabi Alonso, donc comme on le sait. Mais le plus important pour Ancelotti, c'était de prendre un peu de recul par rapport au Real, puisqu'on l'a suivi aussi ce week-end. Comment on appelle ça ? Une gifle, on va dire, pour rester poli. Le Real Madrid qui a pris une leçon. Alors le score ne le montre pas, mais dans le Classico, le Real Madrid a quasiment définitivement perdu le titre d'Espagne. Pas au début, hein. À part au début, tout à fait. Ils ont mené 2-0 très rapidement. Un triplé d'Mbappé, c'est pas rien, qui est passé devant Lewandowski pour être Pichichi, meilleur buteur du championnat d'Espagne. 27 buts en 31 matchs. 4-2, 4-3. Exactement. On a vu les largesses de la défense du Real, qui sera sans doute le gros chantier de Xabi Alonso. On attend déjà sûrement Trent Alexander-Arnold. La largesse des deux défenses. Des deux défenses. On était habitué le Barça qui a compris des flopées de buts là, cette semaine, ces semaines avec l'Inter et le Real. Mais le Real, effectivement, comme l'a dit Eric, qui menait 2-0 avant de s'effondrer. 3 buts encaissés dans la dernière demi-heure de la première mi-temps seulement. Et donc, malgré le triplé de Mbappé, il y a eu un but de Yamal, un doublé de Rafinha. Bon, c'était un peu porte ouverte. Donc, gros chantier pour Xabi Alonso. Et surtout les remous aussi au Real Madrid. Rodrigo, on l'a su dans la semaine, le Brésilien qui est assez fâché de sa situation et risque de ne pas rester au Real Madrid. Je finis, ne pique pas du nez, Eric. Il s'est passé trop de choses encore une fois. Je suis à combien de minutes ? 58 minutes 40, c'est bon, je suis dans les temps. Je finis par l'Angleterre, parce que non pas sur le titre, on sait que c'est attribué à Liverpool, mais on sait que la finale de la Ligue Europa sera Tottenham-Manchester United, ce qui fait que pour la première fois de l'histoire, l'Angleterre enverra 6 clubs en Ligue des Champions l'année prochaine. C'est énorme, il y en aura bientôt une vingtaine. Donc là, ça sera la Ligue des Champions. C'est une info. Tu vois, on le chambre, mais il est bon. Non, on peut très bien chambrer. Voilà. Et le garçon, il peut avoir de la qualité. Très, très bon. Il a beaucoup de qualité, Pierre. Chambrer Mbappé, s'il vous plaît. Voilà. On va faire des blagues sur lui. Là, pour finir sur ça, Arsenal a plus ou moins sécurisé son deuxième strapontin en arrachant un nul à Liverpool. D'ailleurs, ce week-end, 2 buts partout. Le grand vainqueur du week-end, c'est Newcastle qui s'est défait de Chelsea dans le choc des prétendants. Newcastle qui est 3e, mais là où ça se bat, c'est qu'entre le 7e Nottingham Forest et Newcastle, le 3e, il n'y a que 4 points d'écart, notamment Newcastle qui a profité du faux pas de Manchester City, incapable de gagner chez le bon dernier Southampton ce week-end, un triste 0-0. Donc pour l'instant, ce serait Arsenal, Newcastle, Manchester City et Chelsea qui rejoindraient Liverpool. Mais il y a un certain
certain Arsenal-Newcastle ce week-end et un Forest-Chelsea dernière journée. Donc ça va se jouer à couteau tiré en Angleterre jusqu'à la dernière seconde. Si j'ai le temps, juste je parle de dernière seconde et d'Angleterre. Une félicitation à Régis Lebris, j'en avais déjà parlé, l'entraîneur français de Sunderland qui hier, grâce à un but incroyable à la dernière seconde, va emmener les Black Cats de Sunderland en finale des playoffs à Wembley face à Sheffield United. Donc cocorico, c'est rare. Les entraîneurs français s'exportent un peu mal en ce moment, ils n'ont pas toujours la cote. Et là, Sunderland, ils auront le droit de rêver pour une montée en Première Ligue, la fameuse Première Ligue, et Sunderland qui jouera une finale de playoffs. Ça sera le 24 playoffs qu'on verra peut-être en France avec le nouveau système de la LFP. On aura le temps d'en parler avec la réforme de Philippe Diallo. Et j'en ai fini, les amis, parce qu'on est pris par le temps. Merci pour toutes ces infos, Pierre. Non, c'est vrai bien sûr qu'on est pris par le temps, mais on a surtout Marie-Victoire Chebin avec qui on veut essayer de comprendre les mécanismes psychologiques. On avait déjà eu Sabine Calégari qui était venue nous parler de Mbappé. Elle était venue juste après l'interview qu'il avait donnée. On avait développé, c'était super intéressant. Et on a préparé plein de questions. Je vais commencer par la première question super importante. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans la tête des grands joueurs? Alors la question est un petit peu large. Si vous voulez, je la précise un peu. Ces grands joueurs ont-ils, le fond de ma question c'est ça, ont-ils une psychologie particulière? Qu'est-ce qui différencie un grand joueur d'un joueur lambda? La capacité à miser sur la durée, en fait. Ouais, il y a plein de facteurs qu'il faut prendre en considération. C'est d'abord la résilience. C'est une capacité justement de s'inscrire dans la durée, de se relever, ne pas se focaliser sur les échecs et tolérer la frustration. Ça, c'est très important. La concentration. La capacité à faire abstraction de ce qui se passe autour, d'être bien focus sur ce qui se passe chez les adversaires, chez les coéquipiers. Voilà, focus sur le ballon, sur les gestes. Tout ça, ça demande aussi des capacités de concentration très particulières. On parle par exemple de la haute performance qui repose sur un cocktail de 3 neurotransmetteurs. De la dopamine, c'est la Kim Kardashian des neurotransmetteurs. Je pense que je ne dois plus la présenter. C'est d'actualité. C'est d'actu, en effet. Donc la dopamine, elle est responsable de tout ce qui relève de la récompense, en fait, de la niaque, de l'envie de gagner. D'accord ? Mais ce n'est pas tout. Il faut de la noradrénaline, qui est un neurotransmetteur de stress, mais qui permet justement le focus, la direction. Dans quelle direction il faut faire... Et ce qui permet de résister à la pression médiatique. On est un peu dans ce registre. C'est pas tout à fait ça. C'est vraiment la performance qui fait que ce coup miracle, ce coup star va arriver. Et puis il y a un troisième neurotransmetteur, c'est l'acétylcholine, c'est la capacité à faire focus et à zoomer, à calculer par exemple la distance. Donc il faut ces 3 neurotransmetteurs pour arriver à une performance optimale. Déjà. D'accord. Donc tout ça, c'est ça qui permet la concentration. Très bien. Il faut le contrôle émotionnel. Encore une fois. Donc, il faut résister à l'impulsivité. Il faut résister au fait qu'on a raté un but, par exemple. Il faut savoir gérer aussi l'amitié de l'équipe adverse, qui n'est pas toujours très tendre, n'est-ce pas ? Et on a quelques exemples. Voilà, on peut penser à Zizou aussi. Oui, tout à fait. Voilà, légendaire. C'est aussi la capacité d'avoir une motivation intrinsèque dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment mettre de côté la question de récompense, de statut social, et plutôt se focaliser sur le sens. Je suis un joueur et pourquoi je joue en fait ? Pourquoi je fais partie de cette équipe ? Donc ça va être très important aussi comme signe distinctif. Des routines mentales. Ça, c'est très important aussi, la visualisation du match, les techniques de gestion de stress. Vous prenez par exemple Messi, comment il se comporte avant le match. C'est souvent le dernier à rentrer en jeu. Il se réserve toujours quelques instants, quelques minutes à observer en fait le comportement de l'ensemble. Ça, c'est très intéressant. Mais ça peut être des rituels de concentration un tout petit peu plus loufoques.
Voilà. Oui, c'est ça. Un peu à la manière des joueurs de tennis, on en parle beaucoup. C'est pas des tocs, c'est vraiment des rituels de concentration. Donc, ça peut être des mots un peu magiques, ça peut être marcher avec le pied droit, enjamber la ligne blanche, ça peut être toucher le blason du club, le fétichisme poussé à embrasser l'extrême. le tatouage de sa mère. Oui, prier, on est nombreux. Je rebondis dessus justement. Est-ce qu'aujourd'hui, le public ne minimise pas la santé mentale des joueurs et tout ça dont ils ont besoin? Aujourd'hui, pour nous, simples spectateurs entre guillemets, pour nous, c'est que les joueurs sont finalement des robots. On veut juste qu'ils marquent, qu'ils reviennent le week-end prochain, qu'ils remarquent à nouveau, et on prend peut-être pas assez en compte le fait que c'est difficile pour un joueur. Il y a une pression médiatique populaire. Il y a les réseaux sociaux qui sont un tribunal horrible pour un joueur de foot qui va rater un but facile. Est-ce que tout ça, on le minimise pas? On se rend pas compte que pour un joueur, ça peut être très fragile, très rapidement, psychologiquement. Ça peut être très fragile et d'ailleurs ça fait partie de la liste des facteurs qui distinguent les grands joueurs. Peut-être des situations où l'échec arrive un tout petit peu plus vite, cette résistance mentale, mais les bons entraîneurs s'entourent en général des équipes très compétentes, où il y a des psys aussi dans l'équipe, et qui travaillent le mental des joueurs, des équipes en collectif et en individuel, donc y compris avec des techniques de visualisation par exemple, où on ne bouge pas en fait, mais on s'imagine dans la tête les gestes qu'on va reproduire pendant le match. Ouais. Ça s'apparente un peu à la méditation, c'est un peu C'est un peu ça, et ça va effectivement activer exactement les mêmes zones dans le cerveau que l'action en elle-même. Ouais. Voilà, il y a des études très solides là-dessus qui comparent la visualisation à de l'entraînement réel, physique. Voilà, je vous coupe 2 secondes, je voulais demander à Eric, à l'époque où tu as travaillé au PSG, à Saint-Etienne, on va pas refaire ton CV extraordinaire, mais c'est très pris en compte, toi, l'homme de terrain, le paramètre psychologique, les rendre solides, aller chercher appuyer leur qualité première et les protéger en quelque sorte. La différence entre un joueur moyen et un grand joueur, c'est la personnalité. Quand tu as des joueurs qui ont une certaine personnalité, qui dégagent et qui emmènent avec eux toute l'équipe, tu sens que cela, il peut rien leur arriver, même quand ils perdent, parce qu'ils vont se remettre en question très rapidement. Mais moi, j'avais une façon de faire en tant que préparateur physique. Je leur donnais de l'affection, de l'amour, mais je leur mettais des coups de pied au cul. Ouais. Donc c'est un exercice qui est particulier. Je t'aime, mais attention. Voilà. Là, il faut que ça avance. C'est-à-dire que c'est assez écheladé comme exercice, mais j'avais la personnalité à faire ça. Ouais. Si t'es trop gentil, il te bouffe. Une main de fer d'un gant de velours. Dur, t'en tires rien. Donc il faut un petit peu faire la part des choses. Et je te dis, entre un grand joueur et un joueur moyen, t'as toujours une différence, c'est la personnalité. Qui t'emmène les autres, vers la victoire. Et si t'as 11 joueurs qui regardent par terre, qui sortent pas le torse et qui n'ont pas de personnalité, ça ne peut pas aller. Et dans un groupe, t'en as 11 qui démarrent, t'en as 17, t'en as 25, et t'en as quelques qui restent dans le centre. Il faut des casse-pieds, des intellectuels, et il faut un peu de tout. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Si t'as que des intellectuels, ça marche pas. Si t'as que des casse-pieds, ça marche pas. Il faut un petit peu tout caractère. Il faut un mix et puis il faut quelqu'un qui arrive à activer les leviers psychologiques pour aider chaque joueur à se surpasser sur le terrain. Et l'entraîneur et le staff, attention, c'est un levier particulier aussi parce que eux, ils amènent quelque chose en plus. C'est la valeur rajoutée d'une équipe en quelque sorte. Si t'as un entraîneur qui est totalement effacé, c'est mort. Si t'as un entraîneur qui a de la personnalité, comme celui qui est à Marseille, comme Ancelotti, comme Luis Enrique, Marie-Victoire parlait tout à l'heure de Bernard Tapie, c'était une de ses qualités premières quand même. Il a su dès le début de saison garder l'article de journal où Arthur Georges avait menacé de marcher sur l'OM. Et on va leur marcher et le jour où il est venu à Paris, il a mis ça en grand je reprends ce que vous avez cité tout à l'heure. Et ça c'est du management. Il savait très bien surfer sur l'émotion. Voilà. C'était un levier qu'il avait. Hein. Mais tu cherches n'importe quel levier en fin de compte pour faire avancer tes joueurs. À un moment, tu peux inventer une partie de cartes dans un bus. Ouais. Louis, il a inventé une partie de cartes avant un match dans un bus que les mecs étaient à la gueule. Eric, amène-moi un jeu de cartes. C'est des trucs, si tu veux. Un moment de décontraction, il faut sentir l'atmosphère, et il faut sentir l'ambiance du vestiaire et l'ambiance du groupe. Ouais.
C'est un truc que tu sens, ça, quand tu as l'habitude de haut niveau. Ouais. C'est un truc particulier. Ouais, complètement. Vous voyez, c'est super intéressant. On va marquer une dernière page de pub courte. Restez bien avec nous. On revient tout de suite pour continuer cette discussion super intéressante. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'adore vous entendre, j'adore les multiplexes, j'adore, voilà quoi, franchement, chapeau. Sud Radio, la radio du rugby. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Je lui dis qu'il devrait faire de la boxe et travailler dans des clubs de foot. Il m'écoute pas. Voilà. On devrait faire des RH. Ouais, moi, je suis très content parce que d'habitude, j'annonce que pendant la pub, ça continue les vannes. Et là, Pierre s'est fait surprendre. Voilà, ça chambre. Alors, c'est Marie-Victoire ce qui est vrai. C'est intéressant ce qu'il dit. Voilà. Les gens ne connaissent pas cet aspect-là d'un vestiaire. Ah oui, non, mais là, on est au top. Là, Dis-moi, avec, j'ai pas besoin de supporters, moi. Qu'est-ce que je fais là ? Il fallait le dire. Depuis le début, c'est bon. Je vais rejoindre Gilles Favard. Je vais rejoindre Gilles Favard. Alors, C'est prévu. Marie-Victoire, on était sur les leviers psychologiques pour aider un joueur à se faire passer sur le terrain. J'ai une autre question. Dans la foulée, quel mécanisme de stress observez-vous chez les jeunes joueurs aspirant à une carrière pro? Difficile comme question. Il y en a plein, en fait. C'est bien. Il y en a plein. C'est si on peut leur filer un coup de main s'ils nous écoutent à passer. Il y a une question d'identité. Attendez, on va vous poser la question à l'antenne alors. On est à l'antenne, Pierre. Oh, pardon. Pierre Grégoire. Excusez-moi, j'étais troublé. Vous étiez encore dans la vanne précédente. J'ai oublié de parler du championnat. Excusez-moi. Allez, Marie-Victoire, c'est à vous. Celle-là, on va la garder. Elle sera dans le best-of. Merci, Pierre. Ça, c'est un carré d'as. Ça s'appelle un carré d'as. Formidable. Alors, puisqu'on est à l'antenne, je reformule la question. Alors, quel mécanisme de stress, Marie-Victoire, observez-vous chez les jeunes joueurs aspirant à une carrière pro, vous qui êtes psychologue comportementaliste? Donc, je ne parlerai pas de mécanisme de stress, encore une fois, mais plutôt des facteurs de stress, ce qui va jouer pour les footballeurs et ce qui va leur mettre de la pression. La question d'abord, c'est... Vous rigolez. Excusez-moi, c'est les... Ah, mais on est à l'antenne. Il y a de quoi rire. Il y a de quoi rire. Non, on est à l'antenne encore. Regardez, vous l'avez coupé, c'était super Elle est intéressant. obligée de rigoler, mais c'est pas possible. Elle dit qu'est-ce que c'est que c'est fou, on doit dire, c'est pas possible. On va faire de la pleine conscience, on respire, voilà. On se concentre. Allez, on va se reprendre. Bon, devant le conducteur, je reprends tout. Ah, on a perdu ça. Allez, désolé, Marie-Victoire, allez-y. Donc, la première chose, ça va être la manière dont le joueur va percevoir son identité. D'accord ? Est-ce que cette identité va être basée sur un sens ? Est-ce que cette identité va finalement représenter... C'est pas possible. C'est dur, hein, vous voyez pourquoi ça me trouble ? Vous voyez que je suis troublé à chaque fois avec eux. Mais tu sais que c'est de ta faute quand même, faut pas oublier ce qui s'est passé. Je suis désolé, c'est la première fois que ça arrive. Je confirme que c'est la première fois que ça arrive. Puis une pomme de terre Ligue des Champions. Allez, on va introduire ici les doubles comme au cinéma. Allez, on se reprend. Allez, Marie-Victoire. C'est reparti. Allez. Donc, si l'échec est perçu par le joueur comme quelque chose qui attaque son identité, ça va être très compliqué. Encore une fois, il faut que cette identité, respirez, regardez-moi, voilà, il faut que cette identité s'appuie sur des piliers diversifiés. Voilà. Il y a aussi une question d'attente de l'entourage. Parfois, la famille peut mettre beaucoup de pression. Parfois, la famille peut aussi ne pas assez soutenir ou ne pas comprendre les enjeux. Et là, il y a un travail double, à la fois avec le joueur et avec son entourage. Les entraîneurs savent très bien, en fait, connaissent très bien ces situations. Le stress de la performance, le public, les matchs importants. Donc, tout cela va, encore une fois, mettre beaucoup de pression sur les joueurs et conditionner leur capacité à gérer ce stress, le surpasser, mettre de côté
ou au contraire, ça va. On a déjà une question un peu personnelle, mais on a déjà fait appel à vous pour des profils. Vous êtes déjà intervenu dans le milieu du football sur des joueurs pro ou pas pro. Vous avez déjà été dans votre patientèle, c'est comme ça qu'on appelle ça? Ça s'appelle comme ça, dans la patientèle, tout à fait. Vous êtes déjà intervenu, vous avez déjà eu des profils en difficulté qui sont venus vers vous. Est-ce que le footballeur, on dit souvent, on nous fait passer pour un peu des neuneux souvent, et est-ce que le footballeur se pose des questions? Je suis surprise par la question. Ouais, moi aussi. Ouais. Bien sûr. Ouais. Pose des questions. Volontairement, je vous le pose. Heureusement qu'il se les pose. C'est obligatoire. Ah oui, non, mais moi, je veux vous le faire dire, parce qu'on a l'impression que, voilà, les footballeurs, on est souvent rabaissés, voilà, on est souvent, pas insultés, mais bon, on est des pleureuses dès qu'on prend un coup, voilà, on court après des ballons. Fait pas une généralité de tous les joueurs, t'as des caractères totalement différents. Comme on a quelqu'un qui travaille mais c'est pas ça. Voilà. Est-ce que vous avez déjà eu, donc vous avez dans votre patientèle des gens qui sont déjà venus en difficulté, vous parlez de essayer de progresser, se posent des questions sur leur capacité à être... Ça m'arrive de recevoir de tout jeunes athlètes, des adolescents qui sont en voie encore de grandir et de tous les sports. En voie de devenir, de tous les sports. Il y a effectivement du foot, mais il y a aussi du rugby, il y a pas mal de gymnastique, de tennis, de la danse, de la danse de haut niveau. Les problématiques, effectivement, peuvent concerner, par exemple, la notion d'intelligence. Finalement, c'est une bonne question. C'est une très bonne question que vous avez posée. Il y a de différents types d'intelligence, en fait. L'intelligence sportive, c'est une intelligence corporelle, c'est une intelligence motrice. Voilà, c'est une capacité à s'approprier son propre mouvement, à calculer son mouvement dans l'espace par rapport au mouvement des autres. Voilà, c'est tout un savoir-faire. Quand vous regardez effectivement la précision des mouvements, c'est assez spectaculaire. On n'est pas capable tous de le reproduire. C'est aussi une intelligence tactique, parce qu'il faut réfléchir. C'est aussi une intelligence stratégique. Il faut savoir calculer les profils en face. Il faut détecter les styles de jeu. Il faut anticiper quelques coups en avance. Oui, effectivement, il y a beaucoup de réflexion, encore une fois. Et il y a beaucoup de doutes aussi. Il y a beaucoup de doutes. Il y a des grands joueurs, par exemple, comme Messi, qui n'a pas honte de parler de son anxiété, par exemple, du fait d'avoir bénéficié d'une prise en charge, même psychologique, pour lutter contre l'anxiété. J'allais vous le demander, justement, si après un échec sportif majeur, voilà, comment une psychologue peut-elle aider un joueur à le surmonter, cet échec? Justement, il y a toute une prise en charge à construire. Il y a à analyser les motivations du joueur, la place que ce sport prend dans sa vie, ce qu'il souhaite en faire, les appuis, l'entourage, la qualité de relation avec l'entraîneur, avec la manière dont il évolue dans l'équipe, mais aussi ses freins personnels qui peuvent être des peurs, des facteurs de stress, des traumatismes vécus. Voilà, un joueur, c'est souvent une fonction, c'est souvent un personnage qu'on voit sur l'écran ou en vrai. Mais c'est une personne avant tout, c'est un individu qui a une vie, qui subit aussi des choses, qui vit une histoire, voilà, qui reste entre parenthèses, mais qui peut influencer pas mal sa performance et son avenir. Et est-ce qu'on sous-estime les conséquences psychologiques d'une blessure, d'une grave blessure sur un joueur pro ? Oui, en effet, on peut sous-estimer les conséquences, d'autant plus que, au niveau personnel, on a hâte de reprendre en fait l'activité sportive. On a envie aussi de se prouver, de prouver à son équipe et aux autres qu'on est à nouveau en selle. Oui, qu'on est capable de ça vaut pour le foot et sûrement pour tous les autres sports de très haut niveau. Et alors dans le football, évidemment, quand un joueur est au top de sa forme et se blesse, il se dit ah bah mince, ma place elle va sauter, elle risque de sauter dans le 11 de départ, ma fame va tomber après ma blessure. Si je peux me permettre, surtout que les blessures ne sont jamais un hasard. Voilà, on en avait parlé avec Sabine Gallagher. Jamais un hasard. Vous êtes d'accord avec ça, le joueur ne se blesse pas par hasard ? Moi, je suis persuadé que le hasard n'existe pas. Si vous voulez que je vous aide un petit peu à répondre, le hasard n'existe pas, vous cautionnez ou pas ? Je pense que c'est une question un peu plus complexe que ça. Il peut y avoir une part du hasard dans
dans l'histoire, mais souvent les blessures assez spectaculaires, il y a aussi des choses qui précédaient en fait. Et vous savez ce que j'ai remarqué, excusez-moi de vous couper, ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est que les grands joueurs se blessent quasiment jamais. Donc, l'entraînement invisible est quelque chose de très important. L'alimentation. C'est joli comme expression, l'entraînement invisible. L'entraînement invisible, c'est quoi? L'alimentation, le réveil, la qualité de vie que tu peux avoir chez toi. Qualité de sommeil. Le sommeil, dormir avant minuit, etc. Bon, si t'es chez toi, avec ta femme et tes enfants, t'as tes enfants qui font les dents, t'arrives pas à dormir, des problèmes d'argent, t'as ta femme qui te casse tes pieds parce qu'il y a des petits soucis dans la famille, des trucs qui peuvent te perturber, en fin de compte, je peux t'assurer que si c'est quelque chose de très très embêtant, tu vas te blesser. Parce que là-dedans, tu vas pas être concentré pour ton travail, et automatiquement, le ballon que tu vas avoir entre deux, tu vas y aller beaucoup moins facilement qu'à l'habitude, et tu vas te blesser. Quand tu vas doucement entre deux comme ça, bien souvent, tu vas pas franchement. Et quand tu vas pas franchement, tu te blesses. Mais ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que le spectateur lambda, il voit pas tout ça. Il se contente de ne voir que le joueur le samedi sur le terrain et le samedi d'après à la télé. Et ça, on sous-estime encore une fois les problèmes qu'un joueur peut avoir sans se blesser physiquement. Mais psychologiquement, il peut entrer sur le terrain avec une semaine horrible. J'ai remis sur ça parce qu'il a parlé des blessures. Tu vois, c'est pour ça que j'ai remis le couvert sur ça. Et ça s'apparente aussi, Marie-Victoire, ça s'apparente, les blessures, sur aussi les coups de colère des joueurs, comme je ne sais pas si vous avez vu le match du Real où Rudiger pète les plombs. La colère aussi, la colère vient de la frustration, et la frustration, ça peut être lié aussi à la fatigue. Là, c'est pas ça qui s'est passé. C'est parce qu'ils sont sortis, là, ils sont éliminés. Il a pété une durite, il a balancé les glaçons dans l'arbitre. Ça n'a rien à voir. Si on essaye de creuser un peu, on en profite qu'on a Marie-Victoire avec nous. Non, mais c'est bien. Mais là, ça n'a rien à voir avec la fatigue est aussi un facteur, et vous utilisez le mot facteur, un facteur hyper important à se blesser et à s'énerver. C'est un cumul de facteurs, en fait. Ce qu'Éric vient de nous décrire, c'est une problématique de focus. Il n'y a plus de concentration avec tous les problèmes dans la tête. Et ça, encore une fois, grand sportif ou pas un grand sportif. Voilà, le commande mortel va réagir de cette manière, encore une fois. Ça peut être une blessure ancienne qui a mal guéri, une activité qui a été reprise trop vite. On se reblesse facilement au même endroit, encore une fois. Mais il y a d'autres facteurs aussi plus psychologiques, comme une capacité de communiquer, une capacité de gérer son impulsivité, la frustration. Et le cumul de ces problématiques peut faire exploser. Alors, le retourne, je vous pose la question parce que elle m'intéresse, c'est à quel âge le mental, pour vous, devient-il un facteur déterminant dans la progression d'un joueur? Est-ce qu'il y a un âge précis? Est-ce que l'adolescence? Est-ce que le 20 ans, 25 ans? La motivation, en fait, elle est présente à tous les âges. Déjà, chez les tout jeunes, 7, 8, 9 ans, on voit l'importance de la motivation, mais c'est une période où les enfants sont en général très conformistes et qui suivent effectivement les règles. Les règles commencent à être questionnées, c'est là où ça devient un tout petit peu plus délicat à l'adolescence, 13, 14 ans, où il y a effectivement un retour aussi un peu sur son identité, sa personnalité, sur qui je suis, où je vais. Voilà ce questionnement qui est très aidant pour l'entraîneur qui va accompagner le jeune. Il y aura les premières frustrations, les premiers affrontements. Vient ensuite la période de 15-16 ans où là, effectivement, la motivation va être charnière pour aider le joueur à progresser. Et ça viendra avec la maturité, y compris avec la maturité neuronale, en fait, de pouvoir gérer ses émotions, son stress, sa frustration, se canaliser et se focaliser. Plus les routines, le soutien de l'entourage qui sont indispensables. On n'est pas cavalier seul. De toute manière, que ce soit le sport collectif, que ce soit le sport individuel. Dans le prolongement de la question qui vient de vous être posée, vous avez dit tout à l'heure que vous receviez des adolescents. Donc, moi, ma question, c'est qu'est-ce qui pousse un adolescent déjà à aller voir une psychologue comportementaliste aussi tôt, entre guillemets quand il se pose des questions sur sa carrière, un virage de sa carrière à prendre ou... C'est peut-être la famille qui vous les envoie, non, peut-être? Ça dépend.
Ça dépend. Dans la majorité des cas, c'est souvent les adultes qui amènent l'adolescent en consultation. La famille, ça peut être l'entraîneur qui s'en saisit et qui incite effectivement la famille fortement à consulter, mais il y a aussi des ados très matures qui commencent à se poser des questions et qui font la démarche. Ouais, c'est rassurant. Le monde avance. Tu vois, on a un ado qui est hyper voilà, bon. Mais surtout que là, on parle, mais vous me dites quand on est à l'antenne. Hein, parce que là, Tu sais qu'en notre présence, t'as progressé. Je te jure, t'as progressé en notre présence. Alors, Marie-Victoire, les garçons, moi j'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'il nous reste 1 minute 20 et on pourrait rester des heures à vous écouter. On avait noté plein de questions, mais c'est vrai que ça tourne très vite et on n'a pas pu tout vous demander, mais peut-être qu'on vous fera revenir si vous êtes d'accord. Oui. Comme ça, on pourra développer de nouveau. Plaisir. Voilà, et plus longtemps. Moi, je voulais à tout prix faire un clin d'œil, rendre hommage à Liedi, qui est un jeune éducateur de football, qui est champion avec ces jeunes de Haute-Savoie, les U17 de l'US Annemasse, qui viennent de finir champion après un départ chaotique. Voilà, l'équipe tournait pas et on a eu des longues discussions au téléphone. C'est quelqu'un que je connais très bien et qui bosse très bien, qui est un super mec. Et je lui ai promis de faire un clin d'œil à ces enfants, à ces gamins qui méritent, voilà, amplement. Ils finissent champions. Ils nous ont fait une vidéo, ils font la promo de notre émission, ils sont derrière nous à fond. Et voilà, on les embrasse très fort. Un petit coucou à Selim aussi, mon ami là, de la Porte de Saint-Cloud. Voilà. Qui est déménageur et qui nous suit régulièrement et qui écoute bien cette émission. Voilà mon petit. On aime finir cette émission en faisant des clins d'œil, en remerciant les gens, ce que je fais du fond du cœur. Merci Marie-Victoire Chopin d'être venue avec nous. On vous réinvitera. C'est super intéressant, c'est trop court malheureusement. Voilà, on n'a même pas eu le temps de refaire un point sur le sondage. On va le retrouver sur X, sur l'application Sud Radio. Pierre Grégoire. Semaine prochaine, on a un invité de marque. Alors semaine prochaine, j'allais complètement oublier parce qu'il nous allait se perturber à nous faire rire. Voilà, on a Patrick Colletter. La semaine prochaine, en visio avec nous pendant l'émission Les Vraies Voix du Foot. On a eu Frédéric Dehu, on a eu Luis Fernandez et là on va de nouveau avoir une légende du football. Qui a été champion d'Europe avec le Paris Saint-Germain. La Coupe des Coupes avec le PSG en 96. Voilà. Une belle histoire. Allez, on termine. On remercie tout le monde, nos auditeurs. Vous retrouvez demain Lionel Rousseau dans l'émission 20h-21h, butfootballclub.fr.